Bonjour à tous. Donc, comme c'est indiqué, je m'appelle Jean-Louis Coulon, je suis le président de Matessière Défibril et je préside également l'association CIRCODEF qui regroupe plusieurs acteurs du marché du DE. Alors, on prend un exposé comme aussi pointu que celui qui vient d'être fait. Je me dois de préciser que je dois être le premier consultant qui ne soit pas issu du milieu médical, ni même du monde du secourisme. Au contraire, jusqu'à 56 ans, je dirigeais une société qui était spécialisée dans les études de marché. C'est comme ça que j'ai connu le marché du secourisme, plus précisément du marché du défibrillateur en 2011 et 2012. Et à la fin de cette expérience, j'ai racheté cette société, donc Matessière Défibril. Les données que je vais vous adresser, alors c'est gauche ou droite? Voilà. Les données que je vais vous adresser, vous présenter et commenter sont de deux ordres. Vous allez avoir des données qui sont officieuses, qui sont issues donc d'études régulières, de recoupement de données, de discussions aussi avec des partenaires, de façon à avoir des idées de volume, de recherche sur les outils Internet, sur les alertes Google. Et le premier tableau que je souhaite vous présenter, c'est l'évolution du nombre de défibrillateurs en France depuis la loi de mai 2007. Donc moi, je suis arrivé sur ce marché en 2012 et le ministère de la Santé a annoncé à peu près 70 000 défibrillateurs à ce moment-là. Donc il y avait eu un démarrage relativement lent, autour de 3 ou 4 principaux fabricants. Et on était à 70 000, ce qui sur cette période assez courte n'était finalement pas si mal. De 2013 à 2018, 150 000 défibrillateurs, et encore une fois de manière officieuse à plus ou moins 5%, mais vous verrez qu'on n'est vraiment pas loin du compte, ont été installés pendant ces 6 années, donc 13, 14, 15 jusqu'à 18. Entre 2019 et 2022, là, il y a une explosion. Cette explosion est liée donc à la loi d'obligation d'équipement des ERP. Et on est à peu près sûr de ce chiffre-là. On est à peu près à 230 000 machines installées en plus, mais on retranche 5% parce qu'il y a déjà il commençait à y avoir des remplacements de défibrillateurs de la première période. À droite, vous verrez que le nombre d'acteurs pendant cette période a lui aussi explosé. Donc on est passé de 50 puis 100 acteurs, vendeurs, je parle, distributeurs, puis d'autres formes d'activité, à 320. On a plus que doublé ce chiffre. Et c'est la question que je posais ce matin à la NSM. C'était dommage qu'en 2015 ou 2016, l'obligation d'inscription et de définition du responsable de la structure ait été abandonnée, puisqu'on a vu arriver à ce moment-là sur le marché tout un tas de sociétés, de micro-sociétés, on va le voir par la suite, qui ont ajouté à leur activité principale la vente du défibrillateur. Puis on parlera de la maintenance. 2023 est une année, donc a priori, je dis bien a priori, puisque avec le nombre d'intervenants, ça devient beaucoup plus compliqué à chiffrer, mais qui serait à 40 000 €. Et également, là, c'est une donnée que je prends officielle sur ce que nous avons fait, nous, chez Matessière Défibril, avec 10% de remplacement. Voilà. Moi, je situe le parc français aujourd'hui dans un environnement hors hôpitaux, cliniques, sapeurs-pompiers et services de premier secours à 474 500, 475 000 défibrillateurs. On voit que le nombre d'acteurs, là, 320, est très, 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 très important. Dans le tableau du bas, tout de suite, je pense, c'est une projection tout à fait personnelle, mais vraiment personnelle, qu'avec deux actions, la première, ce qui va être la MDR, qui va imposer aux fabricants d'être extrêmement stricts sur la traçabilité et donc de regarder ce qui se passe dans leur circuit de distribution, puisqu'aujourd'hui on est dans certains cas sur des circuits de distribution à 4 étages, je dis bien 4 étages, d'accord? Donc on a le fabricant, on a le master distributeur, le sous-distributeur, le sous-sous-distributeur. Je pense qu'effectivement ce nombre d'intervenants va logiquement baisser. Par ailleurs, le marché des ERP étant derrière nous, le nombre de défibrillateurs vendus par année va également baisser. Il va y avoir donc forcément une restriction. J'indique derrière un chiffre qui est officiel, quasiment officiel, et que j'ai pris, mais vraiment à minima, qui est, je ne vais pas dire scandaleux, mais qui est quand même outrancier. 80% des acteurs de la distribution aujourd'hui ne respectent pas la loi.
Alors on a vu ce matin, aussi bien quand j'ai posé la question sur le passeport prévention, on dit, bah oui, c'est la loi, mais elle n'est pas suivie. Il y a une autre remarque par un monsieur qui est juriste qui dit GODAE, c'est la loi, mais bon, il n'y a pas de sanction. Aujourd'hui, on est quand même dans un cas qui est extrêmement grave. 80% des acteurs du marché du défibrillateur ne respectent pas la loi, le code de la santé publique, avec un article très précis qui exige une assurance responsabilité civile professionnelle pour la vente, la location et la maintenance de dispositifs médicaux. Pour avoir, dans une vie antérieure, travaillé sur d'autres marchés, notamment la reprographie, je peux affirmer aujourd'hui, et je regrette qu'il n'y ait pas de représentant du ministère de la Santé, qu'on est moins surveillant aujourd'hui, moins attentif à la distribution d'un dispositif médical de classe 3, classe de risque la plus élevée, que pour la distribution et la maintenance d'un photocopieur. C'est la stricte réalité, parce que pour ceux qui connaissent ces photocopieurs, ils sauront que pour intervenir sur un photocopieur, il faut disposer d'un agrément. Pour intervenir sur un défibrillateur, on peut être boulanger, boucher, j'ai rien contre, hein, serrurier, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on trouve donc effectivement des associations diverses et variées de loi 1901 qui vendent des défibrillateurs. On trouve des sociétés d'alarme, des sociétés d'incendie, des sociétés on trouve des associations de formation, on trouve de tout, et absolument rien n'est régulé. On arrive à ce chiffre de 80%, ce qui, à mon avis, est très, très, très dangereux. D'une part, parce que avec le vieillissement du parc, comme on va le constater, il va y avoir de plus en plus d'incidents et que les titulaires de défibrillateurs se trouveront confrontés à une absence d'assurance de la structure qui leur aura vendu le défibrillateur. Ah, je me suis trompé de bouton. Ah, c'est peut-être comme ça, oui. Et là. Voilà, on y est. L'analyse sur toujours des données officieuses. Hein, je dis bien, on est toujours dans l'officieux. Je vous dirai après quand on passera sur une analyse avec des chiffres officiels, c'est-à-dire démontables, donc à plus ou moins 5% toujours, sur la situation du parc maintenu. Aujourd'hui, j'ai identifié, alors c'est une étude qui date, je n'ai pas eu le temps, pour des raisons diverses et variées, de la réactualiser. C'est une étude qui date de fin 2023. J'avais identifié 3 sociétés de plus de 20 salariés, donc spécialisées dans la maintenance, pas que de la maintenance, mais dans la distribution et la maintenance. Et d'après les communications faites par les unes et les autres, on arrivait à un chiffre de 160 000. Les sociétés entre 3 et 19 salariés, alors, ce serait plus juste de dire 4 et 19 salariés, d'accord. J'avais identifié une dizaine de sociétés pour à peu près 45 000 défibrillateurs maintenus. Et là, dans les microstructures, j'avais identifié à peu près 150 structures, ce qui est énorme, pour un chiffre moyen de 200 maintenances par structure, ce qui fait à peu près 30 000. On est sur un total de 235 000 à plus ou moins 5%, c'est-à-dire à plus ou moins 10 ou 12 000, donc on peut être entre 220 et 250. Et on a aujourd'hui, donc de manière officielle, je dis bien officielle, à la moitié du parc installé, maintenu par des sociétés dites, entre guillemets, professionnelles. Là, le taux des acteurs non conformes, il augmente encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociétés qui vendent des défibrillateurs et qui sont assurées, mais qui n'ont pas l'effectif pour aller réaliser les maintenances sur tout l'Hexagone. Ils vendent sur tout l'Hexagone, puisque par Internet, on peut vendre partout. Sauf que pour faire de Lille à Marseille, de Biarritz à Strasbourg ou de Saint-Malo à Nice, faire des distances longues pour aller changer une paire d'électrodes pour une facturation de 120 ou 140 euros, ce n'est pas rentable. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On appelle l'association de secourisme locale et on envoie un formateur aller faire le changement de l'électrode, le changement de la batterie si nécessaire, un coup de chiffon sur le défibrillateur, un coup de chiffon sur le boîtier et là maintenant c'est terminé. Donc on est là également dans un non-dit qui peut étonner sur la réalité des chiffres, mais c'est les professionnels qui sont dans la salle pourront, je l'espère, venir confirmer et me dire, c'est quelque chose qui est très étonnant. Nous allons passer sur des données officieuses. Je vais vous parler donc des éléments statistiques que nous avons au sein de la société. D'accord ? Bon, Matessi Défibril maintient aujourd'hui 23 000 défibrillateurs, donc j'ai la prétention de dire que c'est un échantillon représentatif. Et pour chaque maintenance sur matériel d'occasion, nous réalisons un audit préalable.
prendre un défibrillateur en maintenance à la demande d'une PME ou d'une petite ou d'une collectivité qui nous dit ben voilà, j'ai un défibrillateur, il a 5 ans, il a 6 ans, je veux que vous preniez la maintenance, lui dire ben oui, on le prend en maintenance et on signe le contrat, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où on va signer le contrat et le moment où on va effectivement aller voir cet appareil, il va se passer 1, 2, 3, X jours. Toujours est-il que pendant ces 1, 2, 3, X jours, si l'appareil est utilisé et qu'il ne fonctionne pas, qu'il n'est pas opérationnel, ce sera de la responsabilité du dirigeant, donc moi. Donc j'interdis cette pratique et nous passons systématiquement par un audit préalable avant de l'accepter. Et vous allez voir que 40%, 41% seulement sur les 3 dernières années, donc sur un échantillon de 6021 audits, donc ce sont des chiffres que je tiens, mais vraiment à la disposition du ministère, puisque chaque audit a fait l'objet d'une fiche, d'un suivi, d'un enregistrement, d'une informatisation. 41% des défibrillateurs étaient aptes à une maintenance immédiate. Le solde, c'est-à-dire 59%, se répartit de la manière suivante. Consommable périmé, 32,3,4%. Donc, c'est pas... Quand on dit consommable périmé, pour nous, un consommable est périmé à partir du moment où la date de péremption est dépassée. Qu'il s'agisse de 15 jours, ou de 6 mois, ou d'1 an, la date de péremption est dépassée, on doit effectivement changer et on le signale. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une paire d'électrodes qui aurait 1 mois de plus, qui serait au 25e mois quand elle est annoncée à 24, ou au 31e mois si elle est annoncée à 30, ne fonctionnera pas. D'accord? Que les choses soient claires. Donc on est là, il faudrait décomposer effectivement ce chiffre, et nous l'avons décomposé, mais vous le présenter serait beaucoup trop long. On est donc dans un cas, je dirais, de négligence flagrante. Absence de surveillance, c'est une négligence flagrante parce que changer une paire d'électrodes ou une batterie n'est pas, je dirais, ne demande aucune technique. Le mauvais stockage, c'est notre ami Olivier Riffard qui en parlait ce matin. C'est un cas qu'on rencontre très souvent. Alors, c'est aussi lié à une pratique commerciale qui est quelquefois abusive. D'accord ? Je vais être moins cher que le concurrent et je vais installer un défibrillateur en extérieur. Je l'installe dans les Ardennes, mon pays où on ne peut pas dire que l'hiver soit très doux. Et je vais dire au maire, monsieur le maire, regardez, celui qui veut vous vendre un boîtier chauffant, c'est un escroc. Regardez bien sur le défibrillateur, c'est marqué que jusqu'à moins 50 degrés centigrades. Donc, il ne fera jamais moins 50 degrés chez vous, bien sûr. Donc, prenez juste un simple boîtier. Ce que le vendeur de mauvaise foi oublie de dire à ce moment-là, c'est que la paire d'électrodes qui, ne l'oublions jamais, est également un dispositif médical, elle va craindre le froid, comme elle va craindre le chaud. À savoir que si le gel adhésif des électrodes va durcir avec le gel, le défibrillateur devient totalement inopérationnel. Si, parce que le boîtier est placé plein soleil, il fait 60 degrés, et on le constate régulièrement dans le sud de la France, le gel des électrodes va fondre et la paire d'électrodes ne sera pas opérationnelle, le défibrillateur ne l'est pas non plus. Ce problème de stockage est un problème qui est plus courant qu'on le voit, puisque c'est ni plus ni moins en deuxième position des problèmes que nous rencontrons. Les points 3 et 4 concernent la matériaux-vigilance. La matériaux-vigilance, on vous l'a expliqué ce matin, c'est, et on pourrait en parler des heures et des heures, c'est le fait qu'un fabricant indique à l'ANSM un rappel de l'eau ou des consignes à appliquer. Ça peut être aussi la mise à jour d'un logiciel, d'accord ? Mais c'est généralement des problèmes assez bien identifiés. Et quand un fabricant fait une annonce, c'est une alerte de sécurité, une matériaux-vigilance, elle doit être suivie à la lettre. On a récupéré entre 2021 et 2023 472 électrodes qui avaient fait l'objet d'un rappel, et dont on sait parfaitement, puisqu'on est entre professionnels, on peut en parler, il s'agissait des électrodes Philips, c'est-à-dire que quand on enlevait l'opercule, tout le gel venait avec. Elles étaient totalement inopérables. Bon, on a eu 472 défibrillateurs dont le client n'avait pas été informé par son distributeur de ce rappel. Bon. 228 en rappel de DAE. Donc c'est pareil, les défibrillateurs ont fait l'objet d'un rappel, donc on peut le situer. C'est un rappel qui a été fait par une marque irlandaise, un rappel qui a été fait en 2014. Alors, vous voyez, là on est entre 2021 et 2023. Ça veut dire que pendant tout ce temps, notre brave client avait changé les consommables sur son défibrillateur qui faisait l'objet d'un rappel. Quand il a voulu passer en maintenance, on lui dit, cher monsieur, votre défibrillateur, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle. Si votre distributeur avait été un tant soit peu sérieux, vous l'auriez su, et effectivement, vous auriez eu droit à un échange standard. Dans tous les cas, vous avez eu quand même pas mal de chances que ce défibrillateur ne soit pas utilisé
Et on verra après, finalement, que le taux d'utilisation des défibrillateurs est assez élevé. Parce que s'il n'avait pas marché, ben là, vous étiez en faute lourde. Là, on ne parle pas de problème commercial, on parle de pénal directement. Consommable non conforme, on commence à voir arriver. C'est-à-dire qu'on voit arriver des clones de consommables, notamment au niveau des batteries et des électrodes, où on voit de fausses électrodes qui arrivent sur le marché. C'est pareil, c'est quelque chose qui est perturbant, je dirais, ne serait-ce que dans la pensée. On est là pour vendre des appareils qui sont censés sauver la vie, être proche de nos clients, les conseiller, et on se rend compte que des fausses électrodes se retrouvent sur le marché. Alors, l'acheteur n'a pas fait acte de vigilance suffisante, c'est une chose. Maintenant, qui peut oser proposer ce type d'escroquerie? Il faut savoir que ça existe, et vous voyez, on est quand même à 3,5%. C'est quand même pas rien, puisque c'est 212 paires d'électrodes qui ont été placées sur des défibrillateurs par des revendeurs. Il faut quand même se poser la question. Et arrive un nouveau problème, qui est la pile de sauvegarde. Alors, la pile de sauvegarde, qu'est-ce que c'est? Certains défibrillateurs sont équipés, au-delà de la batterie, qui est destinée à faire fonctionner le défibrillateur et à envoyer le choc, à une pile à l'intérieur même du défibrillateur. C'est une petite pile, généralement de 3 volts, qui coûte 5 €. D'accord? Mais j'aurais pu mettre le slide dans l'autre sens. Nous avons posé 4 questions aux fabricants. L'existence d'une pile interne, même si nous savions s'il y en avait ou pas. Mais évidemment, nous avons posé la question aux fabricants dont les défibrillateurs sont équipés d'une pile interne. Quel est le rôle de cette pile interne? Quelle est sa durée de vie? Et peut-on la remplacer? Voilà. Donc, nous avons interrogé 12 fabricants sur les 14 principaux DAE du marché. 5 n'ont pas de pile interne, 9 avec pile interne. Donc, la question a été posée aux 9 avec pile interne. Un seul fabricant, qui est la marque Schiller, je peux en parler quand c'est bon, donne clairement des instructions. Il y a une pile interne, elle dure 6 ans et on la change. On peut la changer. Pour les autres, c'est-à-dire les 8 autres, on a eu un mal de chien à obtenir des réponses et on les obtient petit à petit parce qu'il a fallu remonter jusqu'au siège étranger. Avec une réponse que je pourrais vous lire là en direct, reçue ce matin, qui est totalement édifiante de la part d'un d'entre eux. La durée de vie, voilà les réponses. La durée de vie de la pile interne est de 8 à 10 ans. Aucune indication n'est fournie dans la documentation technique et il y a impossibilité de remplacement. C'est-à-dire que si on applique ce principe sur n'importe quel objet électroménager, on parle d'obsolescence programmée. Dans les défibrillateurs, c'est autorisé. Alors, si vous me permettez, pour pas tricher, je vais vous lire en direct, parce qu'il y a quelque chose qui a été envoyé ce matin par un fabricant majeur, donc je ne vais pas le citer là, d'accord. Il est donc déconseillé le DAE de marque X au-delà de sa période de garantie, 8 ans. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant aller voir tous ces braves maires de petites collectivités, tous ces braves dirigeants de petites PME à qui on a plus ou moins imposé l'achat d'un défibrillateur, leur dire, cher monsieur, voilà, vous avez acheté un défibrillateur, vous avez payé 900, 1000 €, 1100 €. Là-dedans, il y a une pièce qui coûte 3 €, on n'a pas le droit de la changer. Donc, il faut que vous changiez de défibrillateur. C'est exactement ce qui va se passer. Ceux qui ne le sauront pas garderont leur défibrillateur et se retrouveront avec un niveau de panne beaucoup plus important que celui qu'on connaît aujourd'hui. Pour voir l'impact d'une mauvaise maintenance d'un parc, donc on a vu que 50% du parc était maintenu à peine, et là nous avons des statistiques aussi mais extrêmement fiables sur le taux d'utilisation des défibrillateurs. Donc, vous avez sur les 3 années le nombre de défibrillateurs que nous maintenions dans l'année en cours et le nombre d'utilisations et le taux. En 2021, donc 17 039 défibrillateurs maintenus, donc que nous suivons, que nous savons parfaitement identifier, que nous connaissons. Et pour avoir des chiffres exacts, puisqu'on a eu beaucoup de mal pour obtenir ces données, en 2017, je crois, ou 16 ou 17, nous avons pris l'option de dire à tous nos clients, bon, si vous utilisez le défibrillateur, on vous donne la paire d'électrodes gratuitement. Donc de fait, les chiffres qui sont présentés là sont des chiffres à minima par des titulaires de DAE qui ont souhaité qu'on leur remplace gratuitement la paire d'électrodes. On est donc sur 2023 à 1,4%.
Alors, mathématiquement, c'est très simple. Si un défibrillateur a une durée de vie de 10 ans, ça devrait être plus, mais s'il a une durée de vie de 10 ans, on est sur un taux d'utilisation de 14,24%, et donc un défibrillateur sur 7 sera utilisé pendant sa durée de vie de 10 ans. Un défibrillateur sur 7. On a une étude économique également, que je ne vais pas vous présenter là, ce serait trop fastidieux, mais qui démontre qu'une vie... Pardon ? Voilà, je conclus. Qui démontre qu'une vie sauvée est de l'ordre de 35 000 €, c'est-à-dire très en deçà des standards européens. Quel va être 2025 et la suite? C'est très simple. On va se retrouver avec un parc avec 500 000 défibrillateurs, probablement un taux d'utilisation de 1,6%, qui va correspondre à peu près à 8 000 utilisations thérapeutiques. Alors 8 000, on n'est pas loin déjà des 20% des accidents cardiaques qui se passent en dehors de domicile. On dit 50 000, 80% à domicile, 20% de 50 000, ça fait 10 000. On devrait y être. On devrait couvrir le territoire très prochainement de manière à répondre à tout ça. Par contre, la question qui se pose, c'est de dire, OK, on va avoir 8 000 utilisations thérapeutiques, combien de DAE seront-ils fonctionnels? Voilà. Je vous remercie de votre attention.